Bonjour à tous et bienvenue dans les ondes du 20e. Pour ce nouveau podcast produit par le Conservatoire du 20e Georges Bizet, je reçois un invité exceptionnel. Il est photographe, il est écrivain, mais professionnellement, il est conservateur. Alors on pourrait croire conservateur d'un musée, mais non, en fait, il est conservateur d'un cimetière. Et pas n'importe quel cimetière, puisqu'il s'agit du cimetière du Père-Lachaise, le plus connu en France en tout cas. Aujourd'hui, je reçois donc Benoît Gallo. Bonjour Benoît. Bonjour David. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Benoît, plein de choses à voir avec toi. Alors déjà, la toute première question, quel est ton rôle en tant que conservateur au Père-Lachaise? Quelles sont tes fonctions? Qu'est-ce que tu y fais? Alors, j'ai fait beaucoup de choses qui sont très difficiles à résumer en quelques phrases. Je suis un peu le conservatoire, donc j'ai utilisé des images que tout le monde va comprendre, un peu chef d'orchestre, on va dire. Mes musiciens sont les 80 agents qui travaillent au cimetière, différents corps de métier, des gardes, des cantonniers, des fossoyeurs, des administratifs. Et mon rôle, c'est de coordonner avant tout le travail de tous ces corps de métier pour offrir le meilleur service public aux usagers qui sont souvent endeuillés, qui viennent à des enterrements. Donc là, c'est un rôle de coordination très important. Il y a également une autre facette de mon métier, c'est de gérer les concessions funéraires. On sait que le Père-Lachaise est un cimetière qui est saturé depuis très longtemps, mais grâce au jeu des reprises, on arrive à relotir certains terrains, certaines cases de columbarium. Toute cette gestion un peu foncière du cimetière, c'est une grosse partie de mes journées. Et enfin, pour terminer, il y a également le relationnel avec les usagers que j'aime beaucoup. Je reçois des familles, toutes questions concernant leur sépulture. Il y en a beaucoup au Père-Lachaise, donc voilà, moi j'aime bien ce lien, ce contact. On parle souvent d'un cimetière de la mort, mais moi je vois toute la journée des gens bien vivants avec qui j'ai des discussions tout à fait intéressantes sur leur sépulture. Aussi sur d'autres aspects, le Père-Lachaise c'est aussi du patrimoine, de l'histoire, donc c'est un métier très riche et en tout cas moi ça m'apporte beaucoup. Alors, comment on devient conservateur? Parce qu'il y a une école pour ça. Alors, juste avant que tu répondes à la question, toi en plus, tu as quand même une histoire assez étonnante. C'est que tu viens d'une famille de marbriers quand même. Donc, tu avais un peu déjà un lien, ce que je peux dire avec la mort, je sais pas, mais en tout cas, avec le côté funéraire. Disons que j'avais pas d'appréhension à l'idée de travailler dans un cimetière. C'est vrai que c'est le hasard, le destin, je ne sais pas, qui m'a remis dans le secteur funéraire. Depuis mes arrière-grands-parents, il y a une marbrerie Gallo qui existait du côté de Provins, à Bray-sur-Seine. Et j'ai grandi quand mes parents ont repris l'entreprise familiale dans un bâtiment où le magasin était imbriqué dans la maison d'habitation. Et dans mon jardin, il y avait une exposition de monuments funéraires que mes parents montraient à leurs clients pour qu'ils puissent choisir leur tombe, comme sur un catalogue. Donc j'ai grandi dans un environnement où la mort était présente, mais je n'ai jamais senti ça... j'en ai jamais souffert, j'en avais pas peur. C'était le quotidien en fait quand vous êtes enfant, vous grandissez dans ce milieu-là. Mes parents étaient des gens normaux, hein, c'est pas la famille Adams. Donc j'avais une vie sociale tout à fait normale, mais je n'ai pas voulu reprendre l'entreprise. J'ai voulu poursuivre les études et j'ai fait du droit sans vraiment savoir trop quoi faire. Mais le droit mène à tout, il paraît. La preuve, aujourd'hui, je suis à la tête du cimetière du Père-Lachaise. Mais j'ai fait une carrière des études de droit. 2 ans dans le privé en tant que juriste, et quand j'ai passé un concours d'entrée à la ville de Paris, le premier poste qu'on m'a proposé avec beaucoup de pincettes, c'était un poste de juriste au service des cimetières. Moi, j'ai vu un signe du destin incroyable. Ah oui. J'étais le seul de ma promotion à vouloir postuler. Tout le monde, tous mes camarades ne voulaient pas venir travailler dans un cimetière, puisque les bureaux étaient au cimetière du Père-Lachaise. Et comment réagissent tes parents d'ailleurs? Ils m'ont pas cru au tout début et ils m'ont dit c'est pas possible. Enfin, c'est un signe du destin assez fou. Après, ils étaient très fiers et très heureux puisque du coup, les discussions familiales tournaient beaucoup autour du cimetière forcément. Et donc, je suis arrivé vraiment par hasard dans le service des cimetières de la ville de Paris. J'ai fait 4 ans au service central des cimetières, au service juridique. Ensuite, 8 ans à la tête du cimetière parisien d'Ivry, dans le Val-de-Marne. Et en 2018, je suis revenu au Père-Lachaise, mais cette fois-ci en tant que conservateur du cimetière. Donc, conservateur du cimetière, vous l'avez compris, c'est pas conservateur du patrimoine, ni conservateur de musée, plutôt directeur du cimetière. À l'origine, conservateur, ça vient de la
de la mission qui était de conserver des archives. Il faut savoir que pour chaque tombe, il y a un dossier en papier et également des registres avec les noms de tous les défunts. Donc voilà l'origine historique du terme conservateur. Alors au début du podcast, j'ai dit que tu étais photographe, écrivain, parce que tu as une autre particularité, c'est que tu vis au cimetière du Père-Lachaise et la chance que nous avons, c'est que tu nous fais partager cette vie au cimetière. Tu as un compte Instagram, tu as un livre qui nous raconte un peu toute cette vie secrète. Alors, est-ce que ça fait pas peur déjà de vivre dans un cimetière? Comment tu as réussi à convaincre ta famille de te suivre au cimetière du Père-Lachaise? Est-ce que ça a été compliqué ou pas? Pas trop. Mon épouse, au début, quand je lui ai dit, moi, je vais devenir conservateur, tu sais qu'il y a un logement parce que c'est un travail où le cimetière est ouvert toute l'année, il y a des enterrements tous les jours, il faut être très disponible. Elle était un peu réticente, elle a dit, mais peut-être que je vais faire des rêves ou des cauchemars, je vais voir des choses bizarres. Bon, finalement, elle a été très vite rassurée. Donc aujourd'hui, elle est tout à fait habituée. On habite dans le cimetière du Père-Lachaise depuis 6 ans aujourd'hui. J'ai 4 enfants. Sur mes 4 enfants, il y en a 3 qui n'ont jamais vécu ailleurs que dans un cimetière. D'accord. Donc un jour, ça leur fera peut-être bizarre de sortir afin de vivre ailleurs qu'entre les tombes. En tout cas, ils sont pas traumatisés. Ils ont une vie tout à fait normale. On y voit plutôt des avantages. Moi, j'ai pas de transport. On sait qu'à Paris, c'est un luxe. Et mes enfants, au contraire, ils ont 43 hectares en plein Paris. On l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, Paris était replié sur lui-même, confiné. Nous, on avait cette chance de pouvoir prendre l'air, arpenter les allées du Père-Lachaise qui était complètement désert. Et je pense que mes enfants ont conscience de leur chance aujourd'hui. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de vie au cimetière et ils ont la chance de voir des animaux sauvages que leurs petits camarades ne peuvent pas voir en plein Paris. Alors c'est vrai qu'il y a une faune, une biodiversité assez étonnante au cimetière. Alors qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme animaux, comme végétation, comme... Alors, il y a beaucoup de vie entre les tombes et moi ça m'a surpris en tant que conservateur parce que c'était pas vraiment, j'avais pas d'intérêt pour la faune et la flore, toutes ces questions écologiques ne m'intéressaient pas. Mais mon métier de conservateur m'a complètement transformé mon regard, puisqu'en tant que responsable du cimetière, je me dois de l'entretenir avec le moins d'impact sur l'environnement possible. Et on a diminué les produits phytosanitaires pour les arrêter complètement en 2015 et les cimetières parisiens changent, ont opéré une mue. Et moi, j'ai vu les cimetières que j'ai gérés, les 2 cimetières, se transformer complètement, avec tout d'abord une apparition de la flore sauvage qui revient assez vite entre les tombes. C'est très joli, il y a des fleurs, il y a de la couleur, il y a du vert, mais également les animaux. En fait, il y a tout un écosystème qui se recrée. Et j'ai eu la chance de voir au cimetière parisien d'Ivry et aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise, notamment des renards venir investir les lieux pour y fonder une famille. C'est-à-dire qu'ils vivent entre les tombes, ils ont des terriers que je ne révélerai pas, ils sont très secrets, mais ils se reproduisent, c'est-à-dire qu'ils ont... Les cimetières parisiens aujourd'hui leur offrent le gîte et le couvert, un toit, un havre de paix, une tranquillité qu'ils n'ont pas forcément ailleurs dans la capitale. De la nourriture également, puisqu'il y a des déchets de touristes, il y a des poubelles, il y a des insectes, des oiseaux qu'ils chassent. Et en tout cas, ils s'y plaisent, puisque depuis 2020, j'ai la chance de les voir au cimetière du Père-Lachaise. Chaque année, il y a eu des portées de renardeaux. Donc c'est un très bon indicateur sur notre manière de gérer le cimetière. Et en termes de biodiversité, c'est aussi un très bel exemple. Un animal sauvage peut vivre dans un cimetière parisien. Et moi, c'est un plaisir de les photographier. Je me suis mis à la photographie animalière en étant conservateur de cimetière parce que j'ai voulu photographier toute cette vie entre les tombes. Et alors, il y a le renard, c'est l'animal emblématique, mais il n'y a pas que lui. Les chats. On a les chats. Voilà, les chats qui sont... Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils ont toujours été là. Ils sont... Quasiment toutes les photos des chats que je prends, ils sont sur des tombes. Ils font corps avec les tombes. Moi, je les surnomme les chats tombales. Parce qu'ils dorment dessus, ils mangent dessus, ils sont indissociables des sépultures. Alors il n'y en a pas tant que ça au Père-Lachaise, ils sont aujourd'hui qu'une quinzaine, qui est suffisant parce que un chat ça tue des oiseaux aussi, il faudrait pas qu'il y ait trop de chats. On travaille avec des associations pour les stériliser, ça se passe très très bien. Il y a des personnes autorisées à nourrir les chats. Voilà, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir, ils ont largement, c'est pas la peine de venir demain au cimetière du Père-Lachaise avec des croquettes hautes, ils ont largement de quoi manger aujourd'hui, ils sont en forme, ils sont suivis par les vétérinaires, donc c'est une population qui fait partie du décor, certains se laissent caresser, ils sont très peu, ils sont assez sauvages quand même,
Mais effectivement, un cimetière sans chat, c'est pas vraiment un cimetière. Donc, le Père-Lachaise a sa population de chats. Et au niveau végétalisation, en tout cas végétaux, est-ce qu'il y a des arbres séculaires? On a des arbres remarquables. C'est vrai que le Père-Lachaise a été conçu dès l'origine par Brognard en 1804 comme un cimetière paysager, un cimetière jardin. Il y a toujours eu des arbres au cimetière. C'est sa force depuis plus de 200 ans aujourd'hui. Donc on a des arbres remarquables. Alors ça peut être des platanes, des marronniers, tout un tas d'arbres. On a un érable de Montpellier très ancien également. C'est un patrimoine qu'on essaie de mettre en avant, mais c'est un patrimoine qui confère un côté très apaisant au cimetière. Sachant quand même que beaucoup d'arbres ont poussé sur les tombes. Ce qu'on appelle des arbres compagnons, des arbres nécrophages, c'est la nature qui a repris ses droits. Et on a des arbres exceptionnels où dessous on sait qu'il y a une sépulture. Donc ça, c'est un patrimoine effectivement très riche. On estime à près de 4000 arbres aujourd'hui. Le recensement des arbres de Père-Lachaise fait état de 4000 arbres. Près de 1000 arbustes également. Et ce qu'on essaye, nous, c'est de travailler plutôt sur la strate herbacée aujourd'hui. Pendant longtemps, on a répandu des produits pour que rien ne pousse. Tout meurt entre les tombes. Et depuis 2015, on a arrêté complètement. Donc là, on voit beaucoup de fleurs revenir. Il faut savoir que si le Père-Lachaise, c'est 43 hectares, et si on retire les tombes, il va rester 13 hectares de cheminement intérieur qu'on peut végétaliser. Donc, c'est un peu le défi qu'on a aujourd'hui avec mes équipes. Donc on voit réapparaître plein de choses intéressantes. Alors, on a du trèfle, on a de la carotte sauvage, on a des encolis, on a de la ruine de Rome, on a la benoîte commune, on a la renoncule à petite fleur qui est une espèce protégée et rare en Île-de-France. Donc, et chaque année, on gagne des mètres carrés supplémentaires, et ce qui fait que c'est un cimetière qui devient de plus en plus vert, et ça, c'est très bien pour nous, les humains, et aussi pour les animaux qui y vivent. Oui, ça se voit. Moi, honnêtement, j'ai du mal avec les cimetières. C'est vrai que le Père-Lachaise, c'est complètement atypique. Quand on y va, c'est beau, c'est agréable pour se promener. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un endroit à découvrir. Même si au final, on n'a pas besoin trop de faire de la publicité, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient quand même au Père-Lachaise. C'est un lieu, c'est là où ça doit être compliqué pour toi, c'est qu'au final, ça reste un cimetière, mais c'est l'un des endroits les plus touristiques de Paris, je pense. Oui, on est dans les sites touristiques incontournables de Paris. Même les gens vont à la Tour Eiffel, Montmartre, le Louvre, et ils viennent aussi au cimetière du Père-Lachaise. Le cimetière est connu dans le monde entier. Pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de célébrités, y compris étrangères, qui reposent au cimetière du Père-Lachaise. La plus connue est Jim Morrison, américain. Il y a également Chopin, polonais, Oscar Wilde, irlandais, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Mais il y a un tourisme qui se crée, et on a un site gratuit, atypique, avec des sépultures assez incroyables sur le plan de l'architecture. Donc c'est un lieu où les gens aiment venir se perdre, se balader, se dépayser. Tu as une estimation du nombre de personnes par an, par vrai? On a une estimation assez précise aujourd'hui. On sait qu'on est en moyenne 7500 personnes par jour au cimetière du Père-Lachaise, avec des pics à 15 000 certains dimanches. On dépasse les 20 000 le 1er novembre. Le jour de la Toussaint, forcément. On peut monter jusqu'à 25 000 usagers pour une seule journée, ce qui est très très important. Donc on est à entre 2 et 3 millions de visiteurs chaque année au cimetière du Père-Lachaise. On fait le cimetière le plus visité sans doute au monde. Et effectivement, tu le disais, tout notre défi, c'est de réussir à concilier ces deux publics. Le public des endeuillés, des familles, des concessionnaires, qui viennent en enterrement, nettoyer leur tombe, fleurir une jardinière, qui eux ont besoin de tranquillité pour se recueillir. Et puis ce public touristique qui est là, qui est plus détendu, qui parfois peut oublier, même si quand même la grande majorité des touristes vont se comporter avec respect. Certains vont oublier, ils vont pique-niquer sur les tombes, se mettre torse nu sur les pelouses. Oui, ça arrive. On a des incivilités, et on a des équipes qui veillent, qui font des rondes pour rappeler qu'on est dans un cimetière et qu'il faut pas courir, pas crier, pas jouer à cache-cache. Et donc on veille à préserver cette quiétude. Ça se passe plutôt bien. Globalement, il y a pas trop d'interférences entre les deux publics. Mais effectivement, c'est quand même une préoccupation quotidienne pour les agents de surveillance notamment. Et c'est vrai que tu as dit que le cimetière est renommé international, et aussi parce que c'est beaucoup de tournages, tu m'as dit. En ce moment, vous avez eu pas mal de tournages, notamment de séries télé. Oui. Et pour toi, c'est une vitrine incroyable.
C'est une vitrine, on le cherche pas forcément, le cimetière est déjà connu, donc on cherche pas forcément à le mettre en avant, mais c'est vrai que beaucoup de réalisateurs, quand ils font un tournage à Paris, et que dans le scénario, il y a une scène d'enterrement, ils vont penser tout de suite au cimetière du Père-Lachaise. Donc on reçoit énormément de scénarios de demandes de tournage, on peut pas dire oui à toutes les demandes, mais on en accepte régulièrement, donc on a tous les ans des tournages de films, de séries télé, de documentaires également, et ça suppose... Il y a également beaucoup de préparation. On rencontre le réalisateur, le régisseur pour mettre en place un dispositif qui va préserver le côté funéraire, enfin les enterrements, les opérations funéraires qui sont toujours prioritaires. Et ça se passe très bien. On a réussi à tourner Lupin, Émilie Paris et d'autres grands longs métrages sans qu'il y ait de problème avec les enterrements. Donc voilà, on gère aussi beaucoup de tournages, effectivement. Effectivement, on va parler de tout ce qui est enterrement et crémation, parce que c'est votre activité. Ça représente par an, est-ce que tu as des chiffres par rapport à l'activité du cimetière? Oui, on a des chiffres qu'on rappelle souvent, parce que souvent, dans l'imaginaire, le cimetière du Père-Lachaise, c'est un cimetière musée, c'est un cimetière saturé, il ne se passe presque plus rien, sauf l'enterrement de quelqu'un de très connu de temps en temps, alors que notre réalité, c'est avant tout des opérations funéraires qui ont lieu tous les jours. Il y a tout d'abord le crématorium qui réalise 6000 crémations chaque année avec 3 salles de cérémonie. Donc on a tous les jours des crémations et des cérémonies au crématorium. Et dans le reste du cimetière, on a près de 3000 nouveaux défunts qui viennent chaque année rejoindre les tombes et les sépultures. Et donc c'est des enterrements qu'on prépare avec mes équipes. 3000 opérations, c'est 1300 dispersions de cendres chaque année. Et le reste, ce sont des inhumations soit dans le columbarium du Père-Lachaise, où il y a 26 000 cases qui peuvent recevoir des urnes, ou un enterrement dans l'une des 70 000 tombes que compte le Père-Lachaise. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il y a près de 9 000 et 10 000 opérations funéraires chaque année au cimetière du Père-Lachaise, ce qui en fait sûrement le premier site funéraire de France également. Et moi, quand je suis arrivé à Paris, pour vivre à Paris, je pensais vraiment que le cimetière du Père-Lachaise, en fait, regorgeait que de célébrités, c'était réservé que pour des artistes. Au final, c'est pas le cas. Est-ce que aujourd'hui, effectivement, des gens lambda, si je peux dire, peuvent se faire incinérer ou enterrer au Père-Lachaise? Quelles sont les conditions qu'on doit remplir, en fait, simplement, si je peux parler comme ça, pour aller au Père-Lachaise? Ah, mais l'idée reçue que tu décris, elle est extrêmement répandue auprès des Parisiens et dans le reste de la France. Quand nous on accueille des Parisiens tous les jours, ils ne sont pas tous connus. La très très l'écrasante majorité est constituée de défunts totalement anonymes, mais qui remplissent les conditions pour être inhumés au Père-Lachaise. Moi, depuis que je suis au Père-Lachaise, j'ai vendu une centaine d'emplacements par an. Donc j'en suis à près de 600 aujourd'hui. Sur ces 600 emplacements vendus, il y a peut-être une vingtaine de célébrités. Tous les autres sont des Parisiens de tous les arrondissements. Alors, nous, on n'est pas sectorisé, donc ça peut être... Pour avoir un nouveau terrain, il faut être parisien. Il faut qu'au moment du décès, il faut qu'un terrain soit disponible. Donc on est à 2 ou 3 ventes par semaine seulement, mais il y a quand même un petit peu de vente de terrain au cimetière du Père-Lachaise. Et après, si les Parisiens font le choix de la crémation, là, il n'y a pas de problème de place, puisqu'on a un jardin du souvenir peut recevoir les cendres sous forme de dispersion, ou alors un columbarium avec 26 000 cases pour lequel on n'a pas de problème de capacité. Donc voilà, pour répondre à ta question, ce n'est pas un cimetière réservé à une élite, c'est un cimetière qui est ouvert à tous les Parisiens du moment qu'ils remplissent les conditions. Il y a de nombreux artistes, tu l'as dit, qui sont enterrés au Père-Lachaise. Est-ce que tu sais quelle est peut-être la tombe la plus visitée? Est-ce que c'est forcément un artiste d'ailleurs? Je ne sais pas. Et est-ce que tu as quelques anecdotes ou est-ce que tu peux nous... Alors, ça fait plein de questions d'un coup, là, je te pose. On va commencer. Peut-être quelle est la tombe la plus visitée? Est-ce que ça, on arrive à le savoir ou pas, en tout cas? Oui, il y en a une qui est loin devant les autres, c'est Jim Morrison. Ah ouais. Jim Morrison, il est mort il y a plus de 50 ans, ça reste l'incontournable. Même les gens qui n'ont jamais écouté les Doors, qui savent vaguement qui est Jim Morrison, c'est l'incontournable, il est dans tous les guides, il est connu mondialement. Il est mort jeune, il fait partie du club des 27. Il a encore beaucoup de fans, sa musique traverse les âges. Et effectivement, il y a toujours du monde devant la tombe de Jim Morrison.
Donc on peut dire qu'il est numéro 1. C'est un peu comme la Joconde au Louvre, c'est l'incontournable. Même si vous n'y connaissez rien en peinture italienne, vous allez voir la Joconde au Louvre. Même si vous n'y connaissez rien en musique ou au Dors, vous allez voir Jim Morrison. Elle a rien. Elle a rien d'exceptionnel. Monument, c'est des palais, il y en a ça. Ah oui, il y en a certains. Mausolée, c'est incroyable. Non, elle a rien d'exceptionnel, mais c'est l'objet d'un culte. Elle a fait l'objet d'un véritable culte quand même pendant longtemps avec beaucoup de déboires. C'était une tombe qui était surveillée toute la journée à une époque parce qu'il y avait un culte et les fans de la première heure venaient boire, se droguer, voire faire l'amour aux abords des tombes. On a des rapports qui l'attestent dans les années 70 et 80. C'était très rock'n'roll, voilà. C'était très... Voilà. Aujourd'hui, ça s'est assagi parce que les fans ont vieilli. Ils ont peut-être 70 ans aujourd'hui. C'est plutôt sage, même si c'est la seule tombe protégée par des barrières pour qu'on puisse pas s'en approcher. Mais aujourd'hui, elle est plus surveillée en permanence et elle fait plus l'objet d'une attention spécifique de la part de l'administration. Voilà. Donc ça, Jim Morrison est numéro 1. Pour l'instant, il n'est pas détrôné. On verra si un jour un défunt va réussir à le surpasser. Après, on peut être fier, je pense qu'en numéro 2 ou 3, ou à égalité, avec Chopin. On a Chopin, bien sûr. On a également Edith Piaf. Edith Piaf, numéro plus, c'est une personnalité du 20e arrondissement, qui est née dans le 20e, qui est connue internationalement, qui est appréciée dans le monde entier. Il y a toujours également du monde devant Edith Piaf et devant Frédéric Chopin, qui sont derrière Morrison, mais qui sont pas très loin non plus. On va dire que c'est le trio de tête, ces 3 défunts qui sont quand même tous les 3 des musiciens. Moi, je tiens à rappeler qu'on a quand même Georges Bizet. Alors, on a un petit Bizet. Conservatoire, on lui rend honneur, on lui rend hommage. Absolu, effectivement, et au Père-Lachaise. On a des grands compositeurs, dont Georges Bizet, qui est enterré au Père-Lachaise, on a tellement de personnalités qu'on peut pas toutes les mettre sur un plan. On a un recensement fait état de plus de 4000 personnalités. Pas forcément des personnes de premier plan, mais des gens qui ont quand même pu jouer un rôle historique. On a beaucoup d'inventeurs aussi au Père-Lachaise, on a des ingénieurs, des chimistes, des mathématiciens, un peu moins connus aujourd'hui que les artistes, mais qui ont quand même révolutionné notre vie, qui ont été vraiment des influenceurs de l'époque, voilà. Et ils sont très très nombreux également au cimetière, donc on a 200 ans d'histoire en fait entre les tombes. On a aussi des gloires militaires, on a les maréchaux de Napoléon également. Donc ce qui en fait un lieu unique qui réunit tout un tas de personnalités très différentes dans un seul et unique lieu, ce qui attire donc effectivement un très grand nombre de touristes. Et toi, est-ce qu'il y a quelques personnalités qui te touchent par leur vécu, par leur histoire, qui sont peut-être pas forcément reconnues ou connues, mais est-ce qu'il y a quelques personnes au Père-Lachaise quand même qui, en cherchant leur histoire, leur vécu, qui t'ont touché, qui t'ont impacté? Alors, il y a des artistes que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup Oscar Wilde, par exemple. J'aime beaucoup sa tombe également, qui est classée monument historique, qui a également une histoire, puisqu'elle a fait scandale. Oscar Wilde est mort en 1900. Il était enterré au cimetière parisien de Bagneux, rapatrié en 1909 au Père-Lachaise. En 1912, il y a une très belle sépulture, sculptée par un Américain, Jacob Epstein, qui représente un sphinx ailé. Et cette tombe a fait scandale parce que c'est un sphinx nu, donc avec un sexe apparent. La préfecture de la Seine l'a jugé d'un goût douteux à l'époque et l'a voilé pendant presque 6 ans. Il y avait une bâche. Donc Oscar Wilde a continué à faire scandale après sa mort. Aujourd'hui, c'est une des plus belles tombes du cimetière. Mais le sphinx a été émasculé en 1961. Alors selon la légende, par 2 puritaines britanniques. Ils auraient trouvé ça scandaleux. Et selon une autre légende, c'est le conservateur qui aurait ces testicules et qui s'en servirait comme presse-papier. C'est écrit dans un nombre incalculable d'ouvrages et on me pose régulièrement la question. Alors, est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas vrai. J'ai cherché, quand je suis arrivé, je l'ai jamais trouvé. Mais voilà, c'est une légende. Il y a plein de légendes au cimetière du Père-Lachaise. Oscar Wilde en fait partie. Mais c'est une très belle tombe qui est très visitée également aujourd'hui. Il y a un regain d'intérêt pour Oscar Wilde et c'est tant mieux. Après, les autres tombes qui vont me toucher, c'est pas forcément des gens très connus. Ça peut être des familles aussi que j'ai rencontrées et je connais l'histoire qui est derrière, souvent dramatique, des gens que j'ai vus, avec qui il y a un lien secret. Forcément, on est dans l'intime quand on reçoit une famille pour vendre un terrain. Donc, des fois, je suis touché par l'histoire. Quand je passe devant la tombe, ça me rappelle une histoire personnelle ou des gens qui m'ont vraiment touché.
C'est pas dur pour toi au quotidien de voir de la tristesse, enfin, d'être en contact avec des gens qui ont perdu un être cher, qui sont dans une douleur, dans un moment compliqué pour eux de leur vie. Comment tu arrives comment émotionnellement tu arrives à encaisser ce rapport-là, en fait, quotidien? Faut un peu d'habitude, un peu. C'est pas triste, on pleure pas avec les familles. C'est vrai qu'on est touché quand il y a des morts violentes ou des enfants. On peut pas être indifférent à ce que vivent les familles. Après, ce sont des gens qu'on connaît pas forcément, donc il y a toujours une distance à mettre. Faut pas être trop froid. Faut pas non plus pleurer avec les familles. Faut trouver une juste distance. C'est pas très dur parce qu'en fait, on est dans un service public, dans un beau service public. On accompagne des familles complètement perdues. Dans un moment difficile, on se sent très utile et les gens nous remercient. Les gens sont parfois heureux. C'est le terme qui peut être bizarre, mais quand une famille arrive à avoir un emplacement, les gens sont heureux dans un bureau. Ils ont l'impression d'avoir beaucoup de chance. Et du coup, ça donne droit à des échanges plutôt détendus, parfois avec un peu d'humour. Les gens me disent « je suis ravi, merci beaucoup, on est très heureux », alors qu'elles viennent de perdre un proche. Mais avoir une place au Père-Lachaise, ça biaise un peu les choses et du coup, ça leur fait vivre un moment agréable dans un long moment pénible. Et donc finalement, c'est pas si difficile de voir des familles endeuillées. Donc voilà, en tout cas, c'est un peu une vocation, il faut aimer ça aussi, mais moi, j'aime beaucoup cette facette du métier, c'est ce que je préfère d'ailleurs dans le métier, mais les gens nous remercient énormément. Donc ça, c'est gratifiant et on a envie de continuer pour le coup à accueillir d'autres familles. On va revenir au côté artiste. Les artistes qu'on peut retrouver au Père-Lachaise. Est-ce qu'il y en a d'autres, des artistes où il y a une anecdote peut-être à raconter par rapport à leur emplacement au Père-Lachaise ou par rapport à leur vie, par rapport à, je sais pas, est-ce qu'il y a deux ou trois artistes? Il y a une tombe que j'ai beaucoup évoquée. Alors, ce ne sont pas des artistes, mais ce sont les aéronautes. C'est une tombe que moi j'aime beaucoup parce que c'est un très beau gisant qui représente deux hommes qui se tiennent la main. Voilà, c'est rare au cimetière du Père-Lachaise. En fait, derrière, il y a une histoire de trois aéronautes qui s'appelaient Gaston Tissandier, Joseph Grosset-Spinelli et Théodore Civelle. Ils ont voulu battre le record d'altitude en montant dans un ballon. On est en 1875, le record à battre est à 7400 mètres. Leur ballon s'appelle le Zénith. Ils vont très vite arriver à 7400 mètres et dépasser ce record d'altitude. Ils vont aller à 8000 mètres. Au lieu d'arrêter, ils vont continuer leur ascension. Ils vont monter jusqu'à 8600 mètres et deux d'entre eux vont mourir d'hypoxie, de manque d'oxygène. C'est Grosset-Spinelli et Civelle. Seul Tissandier va survivre. Ils vont redescendre. Et ils sont donc les deux qui sont décédés, sont enterrés ensemble dans un magnifique gisant où ils se tiennent la main. Selon la légende, ils seraient morts en se tenant la main dans leur ballon. Mais c'est une très belle tombe un peu oubliée, à la division 71, mais qui derrière a une belle histoire parce que le Zénith de Paris s'appelle ainsi parce que c'est le lieu où leur ballon, qui s'appelle le Zénith, a décollé, par exemple. D'accord. Et toutes les salles de spectacle aujourd'hui qui s'appellent le Zénith, il y a un lien avec ces trois aéronautes qui ont battu ce record d'altitude en 1875. Donc derrière cette petite histoire, finalement, même au quotidien, on parle des Zéniths. Et donc voilà le terme d'origine. Et voilà, tu vois, on apprend des petites choses comme ça au Père-Lachaise. Et c'est une tombe qui vaut vraiment le détour. Et d'ailleurs, on la voit, on parlait de tournage tout à l'heure, on la voit dans le film Don't Look Up sur Netflix. Elle a fait une brève apparition en mémoire de ces deux aéronautes notamment. Merci Benoît en tout cas. On va parler d'un événement qui arrive chaque année dans tous les cimetières. C'est le fameux Printemps des cimetières. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Puisque cette année, on va collaborer ensemble, le Conservatoire et le Père-Lachaise, sur cet événement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, le Printemps des cimetières, c'est une manifestation qui a lieu une fois tous les ans, au mois de mai, qui existe depuis une dizaine d'années environ et qui n'est pas une initiative de la ville de Paris. Ça vient du patrimoine oralpin des régions qui ont voulu mettre en avant leur cimetière. Tu l'as dit tout à l'heure, quand on va dans une ville, on n'a pas forcément envie d'aller dans un cimetière parce que ça renvoie à des idées plutôt noires ou une expérience personnelle difficile. Mais beaucoup de communes ont un patrimoine très riche funéraire et l'idée, c'est de mettre en avant ce patrimoine funéraire très riche en proposant, lors d'une journée ou lors d'un week-end, qui n'a pas lieu en même temps que la Toussaint, donc on est au printemps, on est au mois de mai, par le biais de visites, d'expositions, de conférences, l'histoire, le patrimoine des cimetières,
Souvent, il y a un lien entre le cimetière et l'histoire de la commune. Et donc, c'est un événement qui a pris de l'ampleur, qui s'est répandu dans toute la France. Et je crois qu'aujourd'hui, ça existe également en Belgique et en Suisse. Et la ville de Paris propose chaque année le printemps des cimetières depuis 2018. Et donc là, c'est une nouvelle édition encore en 2024 qui aura lieu le 26 mai. Et même si le Père-Lachaise est très connu, c'est aussi l'occasion de faire découvrir le cimetière sous un autre angle avec des manifestations qu'on refuserait le reste de l'année, mais qu'on se permet cette unique journée-là, avec par exemple du théâtre, de la danse, mais aussi de la musique. Dans tout ce qui est manifestation artistique, l'année dernière, le conservatoire était venu, avait fait une déambulation comme ça au Père-Lachaise. On va le refaire également cette année, donc on est en train de travailler dessus et on a hâte de vous le faire découvrir. Il y a une thématique cette année? Oui, cette année, la thématique, ce sont les femmes. C'est vrai que l'histoire a tendance à mettre les hommes en avant, pour différentes raisons. Il y a beaucoup de femmes inhumées dans les cimetières. Au Père-Lachaise, on a beaucoup de femmes également célèbres. On a parlé d'Édith Piaf tout à l'heure, mais il n'y a pas qu'elle. Et on a Sarah Bernard, Rosa Bonheur, Marie Trintignant, etc. Beaucoup de femmes méritent également d'être mises en avant. Et donc, c'est le thème cette année. Et on est ravis, nous, d'accueillir le conservatoire pour la deuxième année consécutive, puisque l'année dernière, c'était une première. Et effectivement, par le biais d'artistes, on peut rendre un hommage à ces défunts. On parlait de Bizet tout à l'heure, et c'est vrai que voir du chant lyrique, voir Carmen interpréter devant la tombe de Bizet, c'était vraiment un très très bel hommage qui a ému beaucoup de personnes qui étaient là ce jour-là. Et donc on est très heureux de le faire cette nouvelle année. C'est vrai que le reste de l'année, on essaye de freiner. On interdit même tout ce qui est représentation théâtrale, musicale, danse, spectacle, parce qu'on est avant tout un cimetière, comme je disais tout à l'heure. Mais on peut se permettre une fois par an de rendre hommage à tous ces défunts, qu'on continue d'écouter, de lire, la nouvelle génération. Et ça, c'est entre patrimoine et biodiversité. On a aussi beaucoup de visites naturalistes. On parlait des animaux. Il y aura aussi des visites sur les oiseaux, les arbres, la faune. Il y aura des visites thématiques sur l'histoire. Il y aura des visites qui essaieront de mettre en avant les femmes également. Donc voilà, c'est une journée pour découvrir le Père-Lachaise un peu différemment, pour aussi faire venir des gens qui ne viendraient pas comme toi instinctivement dans un cimetière de premier abord, pour montrer que c'est pas triste, qu'on peut apprendre, qu'on peut flâner, qu'on peut se dépayser, qu'on peut en ressortir enrichi, et peut-être avec l'envie d'y revenir. En tout cas, c'est l'idée du printemps des cimetières. Bon, moi j'ai une dernière question pour toi, Benoît. Comme tu vis dans un cimetière, je veux savoir, est-ce que tu vois des fantômes ou des feux follets? Est-ce que ça s'est déjà arrivé ou pas? Alors, je vais peut-être te décevoir, mais je n'ai jamais vu de fantômes, jamais de feux follets, je n'ai jamais croisé Dracula en pleine nuit. Mais c'est un peu le Père-Lachaise, c'est ce lieu de fantasme que je disais tout à l'heure. On a des gens qui aimeraient venir se faire peur la nuit. On a des chasseurs de fantômes qui m'ont déjà écrit pour venir avec leurs appareils pour détecter les spectres, etc. Mais non. Ah, vraiment, tête? Ah, mais oui, sérieuse, hein. Ah, elle est sur papier, en tête, etc. Tout à fait sérieuse. Mais voilà, aujourd'hui, on interdit les manifestations nocturnes. On a des demandes très régulièrement. Parce que dans Paris, on l'a dit, c'est un poumon vert, mais c'est également un lieu la nuit dépourvu d'éclairage artificiel. Bien sûr. Si on a autant d'animaux, si on a des renards, si on a des chouettes-culottes, si on a des fouines, parce qu'ils ont 43 hectares dépourvus d'activité humaine de 18h à 8h du matin. Et s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont jamais croisé non plus de fantômes ou de vampires. Et moi, pour arpenter le cimetière à mes heures perdues, parfois à des heures très tardives, à la recherche des animaux, je n'ai jamais croisé personne. Okay. Donc, non, au contraire, c'est un lieu très calme avec des voisins vraiment très calmes. C'est pour ça qu'on aime bien y habiter, ils sont pas très dérangeants. Ils ont beaucoup de visites la journée pour certains. Jim Morrison reçoit beaucoup de monde, mais le soir, on est plutôt tranquille. Et donc, habiter dans un cimetière, moi, je considère aujourd'hui que c'est plutôt une chance pour moi et mes enfants. En tout cas, si vous voulez voir les photos de Benoît, on peut les voir donc sur ton compte Instagram. Tu l'appelles La Vie au Cimetière. La Vie au Cimetière. La Vie au Cimetière. On peut voir justement les renards, les chats et tous les animaux. Et il y a aussi, on va terminer avec ton livre. Oui. Donc le livre s'appelle La Vie secrète d'un cimetière, édité aux éditions Les Arènes. Et il sort au format poche le 7 mars. Pour en savoir encore plus sur les secrets
et les mystères du Père Lachaise. Benoît, un grand merci d'être venu. Merci David. Vraiment. Et puis, on se retrouvera bientôt de toute façon pour le printemps des cimetières et on vous en reparlera. C'est donc le 26 mai, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Bêtise. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup Benoît et à bientôt.